On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. De retour sur Twitch et sur RCF en Lorraine, toujours connecté à On va se tutoyer, en studio avec Nadège Kiffer, Lancelot Graffet et Charline Olexa, notre invité du soir qui va nous parler de ses engagements et son investissement au sein du service santé handicap du diocèse de Metz, à découvrir tout de suite à travers une première question signée Lancelot. Et oui, du coup, on sait que tu es engagé dans le diocèse. Et du coup, parle-nous un peu vraiment de ton métier, de ce que tu fais, de tes jours. Alors concrètement, je suis assistante du service, donc moi je vais m'occuper de toute la logistique en fait, que ce soit l'organisation des formations, des temps forts qu'on a, comme par exemple la messe pour et avec les malades qui aura lieu la semaine prochaine. Je fais également le lien avec les autres services, notamment le service communication ou encore le service de la formation et en fait je m'assure du bon fonctionnement du service en général. Oui, donc c'est multifonction, quoi. Exactement. Et du coup, comment t'en es arrivé là? C'est quoi un peu ton parcours pour arriver à faire ça maintenant? Alors après un bac L, du temps où les filières existaient encore, je suis partie faire une fac de théologie à Strasbourg et j'ai directement fait la licence. Mais c'était pas du tout évident pour moi d'aller en théologie. En fait, d'abord, je voulais faire de la philo. Et je suis allée à un forum de l'orientation obligatoire pour les lycéens. Et c'est là que j'ai découvert la théologie. Je me suis dit, mais en fait, c'est totalement ça que je veux faire parce que ça fait un peu philo, mais avec de la spiritualité en plus. Et ça me manquait. La licence s'est super bien passée, donc je suis passée au master. J'ai fait mon mémoire sur la dépression en milieu clérical, enjeux et défis pastoraux. C'est un peu barbare comme nom. Mais je l'ai validé avec une super note. J'ai eu 16 sur 20. Et en fait, après, j'ai voulu m'engager de manière un peu plus concrète. Et la théologie pastorale, c'était quelque chose qui m'intéressait. Moi, j'avais été marquée par beaucoup d'ALP, donc j'ai voulu faire pareil. Donc j'ai postulé, tout bêtement. Justement, comment est-ce que tu as eu écho du diocèse de Metz? Comment est-ce que tu as été mise en relation avec le diocèse? Et pourquoi Metz d'ailleurs? Pourquoi avoir choisi Metz? Parce que je suis totalement originaire de l'Élin. Et si qui que ce soit connaît l'Élin, voilà. Dans la région de Folquemont. Donc c'est une question de proximité avant voilà, tout. exactement. Et surtout, en fait, c'est mon diocèse. Et c'est comme ça que je me sens chez moi. Alors honnêtement, je suis allée à la fac à Strasbourg parce qu'il y a une double reconnaissance au niveau du diplôme qui est à la fois canonique et national. Donc c'est un énorme plus en termes de diplôme. Et en fait, je savais qu'il y avait une petite partie offre d'emploi sur le diocèse de Metz et je me suis dit, tout bêtement, je vais aller voir parce qu'il faut que j'ai un pied dedans et c'est comme ça que je vais faire. Et tu fais donc partie du service santé handicap du diocèse de Metz. Comment est-ce que l'Église assure sa mission de proximité avec les malades? Alors, il y a plusieurs branches, notamment dans le service, où tu auras tout ce qui va être aumônerie. Donc, on va voir les malades à l'hôpital. Il y a aussi tout ce qui va être HAD, donc l'hospitalisation à domicile, puisque finalement, c'est un service qui est hors les murs. On va avoir le SEM qui va agir à domicile pour éviter l'isolement, ou également ce qu'on peut appeler aussi ce qui s'apparente en fait à une espèce de mort ecclésiale, puisque les gens sont coincés chez eux par rapport à leur santé, tout ça. Donc ils peuvent plus aller à la messe, ils peuvent plus aller à l'église. Et pour beaucoup de personnes âgées, en fait, ça représente quasiment 100% de leur vie sociale. Donc finalement, voilà, ça empêche l'isolement de ces personnes-là, entre autres. Et par rapport à ça, au niveau de l'aumônerie, c'est quoi une journée type? Alors une journée type, d'abord nous on commence avec un temps convivial en équipe. Souvent c'est le repas, honnêtement. Une fois qu'on a mangé, on se prépare pour nos services. On a un petit temps de prière, on a une messe d'ailleurs. On a la chance d'avoir un prêtre sur l'hôpital Schumann où j'interviens. Donc on a la messe, des fois il y a des patients, des fois il n'y en a pas. Quoi qu'il en soit, on dit la messe. Donc ça nous met ainsi en condition, ça nous permet de faire une petite introspection. Et après on part pour nos visites. Moi je visite 2 services. Et généralement après ça, je suis ressourcée et je peux y aller. Et en 2023, l'aumônerie, ça marche vraiment chez les jeunes? Il y a beaucoup de gens qui veulent venir ou pas? Alors, dans les services que moi je visite, j'ai le droit de faire du porte-à-porte. C'est-à-dire que, par exemple, du point de vue du visité, en fait, il a plus ou moins le choix, dans le sens où moi j'arrive dans sa chambre. Par contre, s'il veut pas que j'y reste, je ressors, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau des personnes qui souhaitent s'engager dans l'aumônerie, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est un engagement qui est très demandeur. Psychologiquement, c'est pas simple. On va être confronté à des choses qui sont difficiles, à la maladie, à la mort. Et malheureusement, ça existe. Voilà, on aimerait bien que ça se passe autrement, mais ça existe et il faut le garder à l'esprit. Et c'est difficile à gérer parfois. Moi, des fois, je visite des gens qui ont quelques années de plus que moi et je me dis, mais mince, ça devrait pas se passer comme ça. Il y a une injustice, mais quelque part, si au moment où moi j'interviens, où moi je les vois, je peux leur apporter un petit peu de réconfort, les faire sourire, les faire rire, au final, j'ai tout gagné. Oui, donc tu visites surtout des personnes en fin de vie, tu fais pas d'autres... En fait, moi, c'est un service de chirurgie, donc j'ai vraiment de tous Ouais, les âges.
Ok. Une fois, j'ai eu un patient qui avait 17 ans et la semaine d'après, je vais en voir un qui a 90 ans. Très varié. Et c'est quoi la différence entre les deux par rapport à son âge, s'il a 14 ou 90? Qu'est-ce qui change dans ta façon d'aborder l'activité? Déjà, quand je vois que c'est que c'est quelqu'un de jeune, j'essaie toujours de briser la glace et je sais que généralement, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Je joue carte sur table et en fait, ça les fait rire parce que franchement, l'équipe soignante leur dit la même chose, moi je leur dis la même chose. Et souvent, en fait, les personnes âgées savent ce que c'est l'aumônerie. Parce que si c'est un homme, eh ben, il a sans doute fait son service militaire. Il y a un aumônier à l'armée. D'ailleurs, moi, c'est la formation que j'ai, c'est d'aumônier militaire. Mhm. Et ça, c'est un bon point pour les personnes âgées parce que aumônier, ça tilt, ils savent. Un jeune, il va dire c'est quoi ça? Donc je vais leur dire c'est l'église. Il y en a que ça refroidit beaucoup. Parce que peut-être qu'ils ont été blessés par l'église à un moment donné ou qu'ils sont juste pas croyants. Moi, je leur dis que vous soyez croyants ou pas. Si vous voulez qu'on parle de ce que vous regardez à la télé, de quoi que ce soit, moi, je suis là même juste pour discuter. Même si vous êtes d'une autre religion, on peut discuter. Voilà, moi, c'est avant tout une visite fraternelle. Charline, tu es certainement une des plus jeunes, si ce n'est peut-être la plus jeune de ton service. Je suis la plus jeune de la maison diocésaine. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans des études de théologie si tôt, à ton âge? D'ailleurs, je précise que sur le chat, j'ai eu un message de Tali. La théologie est ouverte à tous, même sans devenir prêtre. Totalement. Elle ouais. l'a appris, en tout cas, grâce à l'émission. Ah Mais alors, comment, pour ton cas, du coup, à ton âge, on se lance aussi tôt dans la théologie? Alors moi, Comment ça s'est passé? Dans mon cas, en fait, comme je l'ai dit, j'avais besoin de spirituel. Et je viens pas du tout d'une famille religieuse, vraiment pas, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, ni l'un ni l'autre. Voilà, moi j'ai été baptisée par culture, plus parce que les grands-parents forçaient un peu, hein, franchement. La communion, je l'ai fait parce que les copains le faisaient. Et c'est au niveau de la confirmation que je me suis rendu compte que, en fait, j'ai la foi. Et je peux en faire quelque chose. Et je peux mettre cette foi au service des autres. Et pour moi, la théologie, c'était une espèce de consécration. Parce que je voulais avoir une foi intelligente. Je voulais savoir de quoi je parlais. Je me suis dit, pour transmettre, il faut que je sache de quoi je parle. Donc je me suis dit, allez, on va faire un master. Et si on revient un peu plus à ton poste, quel est ton lien, le lien que tu as avec le personnel de santé? Exactement. Ma maman est infirmière. Ah. Ma grand-mère était aide-soignante. Enfin, j'ai baigné dedans. Franchement, j'ai baigné dedans et j'ai un respect énorme pour tous les personnels de santé, même pour les aidants. On les oublie beaucoup, les aidants familiaux. Ils en souffrent beaucoup d'ailleurs. J'ai envie, quelque part, si je peux, par exemple, au travers des événements qu'on organise, de les représenter. Parce que les gens, des fois, ne se rendent pas compte du sacrifice que c'est de se mettre au service des autres. Et ils l'ont fait d'une manière qui est magnifique. Tu voulais faire de la philosophie donc à la base. Est-ce que tu sens un lien entre l'aumônerie et la philosophie ou vraiment c'est deux thèmes qui sont totalement opposés? Ah non, je retrouve complètement un lien parce que... alors, si tu veux, pour les personnes qui sont spirituelles mais pas religieuses, il y a un grand intérêt à avoir une culture philosophique parce que pour avoir des discussions avec eux, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si moi je viens et que je leur fais du caté, bah, c'est pas ça qu'ils cherchent forcément. Donc la visite au final, elle aura rien donné. Et d'avoir une connexion vraiment plus philosophique avec quelqu'un, bah, des fois ça permet aussi que la personne se confie un peu plus et qu'elle ressort de la visite un peu plus légère. Ok, parce qu'on a peut-être créé des vocations, je sais pas. Donc est-ce que c'est un domaine qui recrute? Oui. Oui. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais ça recrute. Donc, si vous vous sentez l'âme d'intervenir dans une équipe d'aumônerie, mais vraiment, n'hésitez pas, quoi. J'en profite pour rebondir avec le chat qui a réagi. Picacube notamment, passionnant le témoignage de Charline. Et deux petites questions. Première question, est-ce que ce n'est pas compliqué de faire de sa foi son métier? Si, parce qu'il y a un investissement qui est incroyable. Moi, c'est-à-dire que je rentre chez moi, ma journée, elle n'est pas terminée. Parce que ma foi, bah, elle existe quand même. Elle est là, même quand je sors du bureau. Je ne suis pas croyante de 8h à 17h. Et surtout par rapport à l'aumônerie, quand on vit des fois des instants de prière très forts, je pense notamment à des personnes en fin de vie, bah, c'est difficile de se détacher après. Il le faut, mais ça reste très difficile. Mais pour autant, moi, je rends vraiment grâce pour toutes les rencontres que j'ai faites parce que ça a été une leçon de vie incroyable. J'ai pris des claques, mais que je ne m'attendais jamais à prendre. Donc même merci aux gens que j'ai vus, finalement. Et nous avons une deuxième question de Picacube. Est-ce que Charline peut revenir, alors on va le faire très brièvement, sur le thème de ton mémoire? Oui, alors, le thème de mon mémoire, j'ai observé, en étant un peu plus en église, que la plupart des prêtres que je connaissais, bah, ils étaient malheureux. Mais il y avait un tabou autour de ça, c'est-à-dire qu'on ne parle pas du fait que le prêtre est malheureux. Il y avait quelque chose de très déshumanisant dans le fait d'être prêtre. Et moi, c'est vrai que je ne l'avais jamais vu comme ça.
Moi, je suis amie avec certains prêtres. Pour moi, c'est acté que ce sont des humains, quoi. Mais surtout pour les plus anciennes générations, malheureusement, il y a quelque chose de très sacré dans le prêtre, mais même quand il est chez lui. À aucun moment, il ne peut être faible, à aucun moment, il peut faire d'erreur, et c'est une pression énorme. C'est-à-dire que j'ai fait une enquête au niveau national pour ce mémoire, et j'ai eu tellement de témoignages de prêtres qui me parlent de maltraitance de leur hiérarchie, de sentiments de solitude qui sont vraiment mais très difficiles à gérer, de pensées suicidaires, de choses très difficiles. Je dis, mais il faut qu'on mette la lumière là-dessus, il faut que quelqu'un en parle, il faut que quelqu'un les aide et les écoute. Et toujours connecté à nos réseaux, on a Valentin Prévost, qui est l'invité de la semaine dernière, qui t'a laissé une question sur Instagram. Alors, quelle est la chose que tu préfères dans ton métier? Les rencontres. Les rencontres, ah oui, toi, Évidemment. tu l'as mentionné. Les rencontres, est-ce que ton métier te prend beaucoup de temps au final? Mentalement, oui. Mentalement, oui. Mentalement, oui. C'est-à-dire que j'arrive à organiser mes journées sans avoir l'impression d'avoir la tête sous l'eau, concrètement. Mais par contre, mentalement, je suis toujours en train de penser à autre chose. Je me dis systématiquement comment je peux améliorer mes visites, comment est-ce que quel événement je peux créer pour que les choses soient abordables pour tout le monde, mais qu'en même temps il y a une certaine élévation pour les gens, que la formation elle serve à quelque chose. Enfin, c'est pas toujours évident. Des fois je me torture un peu l'esprit, franchement, mais c'est pour la bonne cause. C'est sûr. Et comment tu fais avec une personne qui est un peu réticente à ta venue pour essayer de l'emmener et Oh, de l'aider j'en ai beaucoup en plus. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en plus, quand ils arrivent dans un service de chirurgie, bah, souvent, en fait, ça arrive du jour au lendemain. Et le coût, en fait, est compliqué à gérer. Donc, quand j'arrive et que la personne, déjà, est dos à moi, que je me présente et qu'elle ne me regarde pas, je sais que ça va être compliqué. Et je lui explique, vous savez, les médecins, vous ne pouvez pas leur dire non quand ils rentrent dans votre chambre. Les infirmières non plus. Je dis, par contre, moi, si vous voulez que je sorte, bah, je sors. Vous êtes totalement libre. Si vous ne voulez pas de moi, je ne reste pas. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui vous demandent de partir ou souvent Oui. ça les... Oui. C'est très fréquent que quand ils me demandent c'est quoi l'aumônerie, je leur dis c'est l'église. Ils sont pas tous très polis, mais oui, ça arrive plusieurs fois par semaine. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut contacter ce service si on est une personne comme ça chez elle? Alors, à l'hôpital, normalement, quand vous êtes admis à l'hôpital, ce que je vous souhaite pas, on est bien d'accord, hein, le personnel soignant peut vous mettre en relation avec le service de l'aumônerie. En fait. Des fois, il faut demander, des fois, c'est dans le livret d'accueil, ça dépend vraiment de chaque établissement. Charline, nous parlons de malades, nous parlons aussi d'hôpital, mais on ne peut pas éviter Lourdes quand même, puisqu'il y a quand même un certain lien entre Lourdes et les malades. Il y a une sorte de continuité, mais qu'est-ce que ça représente pour toi exactement? Lourdes? Oui. Lourdes, c'est totalement ce qui m'a fait découvrir ma foi, en fait. Ah, J'ai fait mon premier pèlerinage en 2014, le pèlerinage des jeunes, et mais quelle révélation! Parce que j'avais jamais pratiqué autrement que la messe du dimanche, voilà. Et là, j'ai le même groupe d'amis depuis mon enfance, et j'étais avec ce même groupe, et notre foi, elle a grandi ensemble. Et soudainement, j'ai dit, mais en fait, déjà, la Vierge Marie, elle représente quelque chose pour moi. Le fait de m'oublier un peu pour laisser plus de place aux autres, ça me correspond totalement, ça me fait du bien. Et c'est Lourdes qui m'a permis de le faire. Donc je suis partie de 2014 à 2019. Et ensuite, j'ai demandé au service com de me prendre avec eux pour le même pèlerinage. et du coup, tu poursuis encore ces pèlerinages? Malheureusement, là, j'ai eu beaucoup moins de temps. Il y a une histoire de temps aussi, Ouais. hein, mais t'aimerais bien en tout Ah, cas, mais si carrément. t'en as la possibilité de repartir encore une fois en pèlerinage, peut-être qui sait l'année prochaine. Bah, pourquoi pas. J'avais eu l'occasion de partir avec l'Hospitalité Notre-Dame, d'ailleurs, qui agit auprès des malades. Et ça a été, pareil, une expérience incroyable. Et au niveau diocésain, tu organises également des formations d'anthropologie chrétienne en réalisation avec tes professeurs de fac. Ça consiste en quoi exactement? Parce que c'est vrai que dit comme ça, Dit comme ça, c'est compliqué. barbare. C'est un petit peu barbare. Bon, alors du coup, s'il y en a qui étaient intéressés par cette formation, malheureusement, elle n'aura pas lieu. Ah, c'est dommage. Oui, parce que malheureusement, l'intervenant a des problèmes familiaux. Donc voilà. Ah. Bon courage à lui. Et alors, du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai parlé de cette formation à mes collègues, elles m'ont tout de suite dit c'est l'antro quoi. Et moi, forcément, j'ai eu l'occasion d'en faire pendant mes études. Mais Et oui. le prof que j'avais contacté, il est déjà passionné. Il est passionné et c'est mieux quand on est prof, mais il a un sens de la pédagogie qui est hors norme. Et je me suis dit finalement, en y réfléchissant, quasiment tous les acteurs de la pasto-santé, ils font de l'anthropologie, mais ils ne le savent pas. Parce que l'anthropologie, basiquement, c'est quoi? C'est l'étude centrée sur l'homme. Oui. Et c'est totalement ce qu'on fait en pasto-santé. Ah, c'est quelque chose que j'ai aussi l'occasion de faire en études de communication. J'ai fait de l'anthropologie de la communication. Ben C'est vrai voilà. que l'anthropologie, c'est très très vaste. Bien sûr. Et Lancelot, peut-être que tu as
On a encore 3 minutes. Est-ce que tu as peut-être une autre question à ajouter? Sinon, on va se tourner peut-être plus vers le chat. Peut-être Nadège qui a aussi une question peut-être pour Charline. Alors, nous, on a été à Lourdes ensemble et c'est Ah. vrai que c'est très transformateur. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Donc, je pense que même. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton expérience que tu as eue en tant que jeune à l'époque. Et justement, comment. Enfin, moi, je suis toujours admirative de voir qu'à ton âge, tu as été en théologie, etc. C'est vraiment un parcours atypique et surtout d'aller à contresens. Donc, comment, en tant que jeune, on s'assume comme ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah, c'est pas facile. Hein. Déjà, vraiment, je tiens à dire, c'est pas facile. Au lycée, les profs se moquaient de moi. Parce que je faisais le carême, machin, et ouais, j'étais l'objet de pas mal de vannes. Hein. Forcément. Mais en fait, je me suis créé une communauté. Déjà, j'avais mon groupe d'amis qui partageaient les mêmes valeurs que moi. Forcément, ça facilitait beaucoup les choses. Ma maman, elle a été beaucoup derrière moi parce qu'elle s'est rendue compte finalement que la foi, ça a l'air sympa. Donc, elle est pas célébrante, hein, mais maintenant, elle croit. Franchement, elle croit. Et de s'assumer, en fait, je me dis finalement, alors je veux pas que ce soit mal interprété, mais réellement, je me dis, si j'ai Dieu avec moi, concrètement, est-ce que je m'en fiche pas un peu que quelqu'un ne soit pas d'accord avec le fait que je sois croyante? Moi, je ne lui impose rien, concrètement. Moi, je crois, ça me fait du bien. Lui, il croit pas, il est bien comme ça. D'accord. C'est très beau aussi que tu aies pu transmettre le message, du coup, dans ta propre famille. Ce message de foi qui est pas forcément facile à porter quand on est quasiment au final toute seule à porter cette foi. Et je suppose que c'est quelque chose que tu ressens maintenant dans la vie de tous les jours, avec ta famille, avec tes amis peut-être aussi. Ah oui, bien plus avec mes amis qu'avec ma famille d'ailleurs. C'est très fréquent d'ailleurs qu'en soirée, au bout d'un moment, on se dise bon allez, un petit Glorious maintenant, allez. Glorious, on rappelle, qui est un groupe de pop louange qui passe de temps en temps sur les antennes de RCF en Lorraine. Charline, il nous reste 20-30 petites secondes. Aurais-tu un dernier message à faire passer avant que l'on rende l'antenne? Alors, pour tous ceux qui écoutent, moi, je vous dis d'oser être qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a des moqueries, qu'on se sent seul. Et au final, on s'en tape. Voilà. Voilà, on s'en tape. On s'en tape. Et ce sera les derniers mots de Charline. Merci beaucoup, Charline. Merci à toi et merci à Nadège Kiffer, à la chronique jeux vidéo et à la vidéo ce soir. Merci à Lancelot Graffé, à la co-animation. Merci à toi, Mickaël. Et Le Point Réseau, c'était ton premier C'était mon premier et pas le dernier. de la saison. On se retrouve la semaine Et on prochaine. se retrouve la semaine prochaine. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo dès demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec le rappeur Lumos pour un entretien sur son parcours et son univers entre accomplissement et développement de soi. Parcours à découvrir mardi prochain à 19h12 sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Merci à tous pour votre investissement sur le chat et beaucoup de beaux messages pour Charline. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on s'occupe de tout sur RCF.